Kanye West est le plus grand artiste hip-hop de sa génération. En une dizaine d'années, il a remporté 24 Grammy et écoulé plus de 160 millions de disques. 11 de ses albums ont été propulsés directement numéro 1 du Billboard, et certains de ses hits ont dominé les charts sur 3 décennies. Le problème, c'est qu'il y a plein de Kanye, et ils sont pas tous géniaux, il y a les bons et les mauvais. Le monde entier a appris à les connaître, parfois aux dépens de l'artiste, et aujourd'hui on va essayer de comprendre ce qui se passe vraiment dans son esprit. Kanye est un bipolaire, plus précisément un bipolaire de type 1. Il souffre d'épisodes maniaques sévères avec de la psychose. Sa maladie a été diagnostiquée en 2016 après une hospitalisation d'urgence pour un épisode psychiatrique avec paranoïa et hallucination. Il a lui-même confirmé dans l'album Ye avec la phrase sur la pochette « Je déteste être bipolaire, c'est magnifique ». Il en a aussi parlé dans des interviews comme celle avec David Letterman ou Jimmy Kimmel. Il disait que c'était son super pouvoir, que ça boostait sa créativité, même s'il détestait les bas. Ce qu'il dit est assez juste et c'est même très bien documenté scientifiquement. La bipolarité peut booster la créativité mais avec des contreparties immenses, et c'est ce qu'on va voir dans la vidéo. Comme l'affirme Ye, la bipolarité est une immense force pour un artiste, mais c'est aussi une tragique faiblesse. C'est elle qui, combinée à son talent, lui a permis d'atteindre les sommets des charts, mais qui, malheureusement, l'a plongé dans sa chute. It's not I hate being bipolar, it's awesome. It's actually, it drives more of how you really feel. It doesn't do an opposite thing. So no one from the family has taken any responsibility for my hospital visit, but if it wasn't on my mind, I think it's important for us to have conversations about, open conversations about mental health. that's 50% of what people say at least, or maybe am I lying? Community, we never approach like taking medication and It doesn't matter. Am I lying? It do matter! It does matter! It does matter! It does matter! It matters to us. On va se demander si le mécanisme biologique qui permet à un esprit de créer une œuvre géniale qui marque toute une génération est en même temps une bombe à retardement programmée pour l'autodestruction. On voit souvent la créativité comme un don céleste, pourtant quand on la pousse à son plus haut niveau, on se rend compte qu'elle est intrinsèquement instable. C'est une épée à double tranchant dans notre cerveau. La bipolarité, ça se traduit par des variations extrêmes de l'humeur, et pourtant c'est aussi associé au génie créatif. Donc c'est normal de se demander comment un esprit peut être capable de fulgurance artistique, mais d'un autre côté, frôler constamment l'autodestruction. Parce que le cerveau d'un bipolaire n'est pas un ordinateur bien ordonné qui tourne tranquillement. Il est chaotique et fragile, bien plus que dans des cas normaux. En 89, une chercheuse du nom de Kay Rayfield Jamison a creusé dans les chiffres des psychologues. Elle s'est penchée sur de grands artistes et écrivains britanniques. Et en s'appuyant sur des examens cliniques détaillés, elle a mis à jour des résultats assez vertigineux. Les taux de troubles bipolaires de type 1 et de type 2, ainsi que celui de la dépression majeure, est dramatiquement supérieur à la moyenne nationale chez ces créateurs de haut niveau. Elle y découvre que 38% de l'échantillon a été traité pour un trouble de l'humeur, alors qu'à l'époque, les taux globaux de la population dépassaient à peine les 1%. Les poètes sont en première ligne. 50% d'entre eux avaient eu recours à une hospitalisation ou à des médicaments pour des troubles affectifs. Et dans l'échantillon global, les taux de bipolaire de type 1 et 2 étaient 10 à 30 fois supérieurs à ceux observés dans la population générale. Alors naturellement, on se pose la question, est-ce que c'est une simple corrélation, ou est-ce qu'il y a une véritable causalité derrière tout ça? Et on penche clairement vers la seconde option, et surtout dans la phase clinique qui est l'hypomanie. Et c'est quoi exactement? On peut la définir par un état psychologique caractérisé par une période d'exaltation, d'énergie et d'activité inhabituelle, mais qui est moins sévère que la manie. C'est un peu l'antichambre de la manie pure. Dans cet état-là, l'individu ressent une intensification incroyable de son énergie mentale. Son besoin de dormir chute drastiquement, son humeur devient hyper expansive et surtout, l'associativité des idées explose complètement et ça c'est vraiment le point clé de tout le mécanisme. La chercheuse Nancy Andreasen l'a démontré avec des études sur des tris d'objets. Ça consiste à placer un groupe d'objets du quotidien sur une table et de demander au sujet de les regrouper comme il le ressent. Une personne avec une cognition typique va utiliser des catégories logiques et utilitaires. Les fruits ensemble, les vêtements ensemble par exemple. C'est une logique implacable mais franchement c'est ennuyeux. Mais elle a démontré que les patients en phase maniaque modifient arbitrairement les frontières contextuelles. Ils associent sans problème une pomme, un panneau stop et un truc rouge parce qu'ils partagent tous une notion abstraite d'urgence. Ils voient des liens logiques et font des ponts poétiques là où le reste de la population ne voit rien. C'est comme si le cerveau retirait soudain les feux rouges dans les associations d'idées.
Et justement, comment le cerveau fait-il concrètement pour éteindre ces feux rouges et laisser toutes ces idées circuler sans aucun barrage ni aucun filtre? Le neuroscientifique Richard Ayer a développé un modèle qu'on appelle la désinhibition frontale, ou FDIEM. Avec des données en neuroimagerie fonctionnelle par IRM, il a observé directement ce qui se passe dans le cerveau au moment même où la création surgit spontanément. Pour ça, il s'est concentré sur des cerveaux en plein acte de création, comme celui d'un pianiste de jazz lancé dans une impro totale ou un rappeur en plein freestyle. Alors c'est assez difficile à analyser, mais quand il y arrive, c'est exactement le moment idéal pour voir l'éclair de génie en direct, quand l'inspiration frappe sans préparation et sans filet. Et ce qu'ils ont vu sur leurs images est complètement contre-intuitif. On a toujours tendance à imaginer que l'intelligence et le génie créatif, ça veut dire que le cerveau s'active à plein régime partout en même temps. Et l'équipe de Richard Ayer aussi. Avant de faire leurs travaux, ils partaient sur cette hypothèse. Ils croyaient que toutes les zones allaient s'allumer en même temps comme une machine qui tourne à fond. Pourtant, au moment précis où ces artistes improvisent, là où naissent les idées les plus fortes, et surtout les plus originales, on observe une désactivation bilatérale très nette de certaines parties de leur cortex préfrontal. Ce cortex préfrontal, c'est la zone qui gère la logique, la planification, l'abstraction et surtout la censure sociale. C'est cette petite voix intérieure qui nous retient en permanence. Et quand cette petite voix est muette, ça éteint les feux rouges, ce qui permet aux connexions inédites de surgir d'un seul coup. Ce cortex préfrontal qui se désactive, en gros, c'est la petite voix de votre tête qui vous dit « dis pas ça à table, hein, ça va jeter un froid ». C'est l'exécutif de votre esprit, le papa de votre cerveau. C'est lui qui gère les feux de circulation dont on a parlé tout à l'heure. Et le truc, c'est qu'en désactivant cette zone, on lève totalement l'inhibition. Et là, la formule, elle est vertigineuse. Le secret biologique d'un solo de jazz révolutionnaire ou d'un freestyle de légende, c'est de réussir à couper temporairement la partie de ton cerveau qui s'inquiète de savoir si t'as bien éteint le gaz en partant de chez toi. Parce qu'on a souvent tendance à tout mélanger. Mais il y a une règle d'or à comprendre. L'intelligence analytique, ce n'est pas du tout la créativité extrême. C'est même presque l'inverse. Richard Ayer, comme beaucoup de chercheurs, soutient l'idée que pour être extrêmement créatif, il faut un certain niveau d'intelligence analytique, mais au-delà d'un certain point, les deux ne sont plus corrélés. Sous un quotient intellectuel de 120, l'intelligence et la créativité progressent souvent ensemble. Si on n'a pas assez de ressources cognitives pour manipuler des concepts complexes, la créativité reste limitée. Elle est freinée par les outils mentaux. Mais au-dessus d'un QI de 120, le lien se brise. Une personne avec un QI de 170 n'est pas forcément plus créative qu'une personne avec un QI de 125. C'est à partir de ce seuil que la créativité extrême prend son autonomie. Ayer a vraiment étudié le sujet en détail et décrit ça comme une bascule hyper délicate. C'est un vrai balancier neurobiologique. On peut concrètement imaginer une balance. D'un côté, on a le réseau de l'intelligence générale, celui qui demande d'être rigoureux, logique, en gros d'avoir de l'inhibition. Et de l'autre, vous avez ce fameux réseau de la créativité, le réseau Ophidium. Pour que la magie opère, il faut que le cortex préfrontal se mette en veille, qu'il arrête de faire la police. Ça libère des structures beaucoup plus enfouies dans notre cerveau. Ce sont des zones avec des noms un peu barbares comme les ganglions de la base ou le thalamus. Et quand ces zones sont libérées, elles sont totalement inondées de dopamine. Parce que oui, on voit souvent la dopamine comme l'hormone du plaisir ou de l'addiction aux réseaux sociaux, mais dans ce contexte précis, le système dopaminergique, c'est le carburant absolu. C'est l'essence premium qui fait tourner le moteur de l'association d'idées à une vitesse hallucinante. Des recherches très sérieuses, notamment celles menées par l'équipe du chercheur Pepper, l'ont confirmé. Ils ont identifié que certains de nos gènes sont littéralement là pour moduler l'activité de ce cortex préfrontal en gérant justement ces fameuses voies dopaminergiques. En fait, si on résume la situation, le vrai enjeu pour un génie créatif, c'est pas d'avoir un cerveau hyper rationnel qui tourne à pleine puissance analytique. Finalement, on s'en fout un peu de tout ça. Le véritable défi, c'est d'avoir une neurochimie assez solide pour tolérer cette inondation massive de dopamine. Tout ça sans que le système tout entier ne s'effondre. C'est un peu comme si vous branchiez un réacteur nucléaire sur le réseau électrique d'une petite maison. Ça va produire une énergie créative incroyable, oui, mais si les câbles ne sont pas capables d'encaisser une telle surtension, ça finit inévitablement par faire un court-circuit généralisé. Ok, mais là on se retrouve face à un paradoxe. Si cette architecture générale repose sur une bascule aussi délicate, alors pourquoi l'évolution humaine a-t-elle conservé ses gènes? Normalement, la nature est impitoyable, elle est censée éliminer tout ce qui menace nos survies, et honnêtement, avoir une chimie du cerveau aussi instable, ça ressemble à une vulnérabilité majeure, un énorme bug dans notre code génétique. Eh bien, la réponse tient en deux mots. Avantage compensatoire. Pour bien comprendre le concept, il faut s'intéresser à des chercheurs comme Robert Plomin ou Yann Derry.
Ils ont prouvé que l'intelligence générale, ou même des traits de personnalité comme l'ouverture à l'expérience, ce sont des trucs hautement héréditaires. J'ai déjà fait une vidéo dessus, je vous mets le lien en description. Mais attention, il n'y a pas un seul gène du génie. Ce sont des traits qu'on dit polygéniques. En gros, ça dépend de milliers de tout petits gènes qui s'activent ensemble, comme un immense orchestre. Une étude menée par la chercheuse Russ Richard à Harvard s'est penchée sur des patients atteints de troubles bipolaires sévères. Mais ils n'ont pas regardé que les patients. Ils ont aussi testé leurs parents au premier degré, leurs frères, leurs sœurs et leurs enfants, qui eux étaient en parfaite santé mentale. Le résultat ? Ces proches en bonne santé mentale présentaient des scores de créativité massivement supérieurs à la moyenne générale de la population. Et c'est exactement ça l'avantage compensatoire. La nature a fait un pari. Elle accepte de conserver ce cocktail génétique très instable, qui peut provoquer des maladies terribles chez certains individus, simplement parce que ces mêmes gènes produisent des niveaux d'innovation et de créativité exceptionnels dans le reste de la lignée. Pour rendre ça un peu plus clair, les chercheurs font un parallèle avec une maladie du sang, la drépanocytose. En gros, la règle est simple. Si un individu hérite de 2 copies de ce gène mutant, il développe une maladie sanguine très grave. Mais s'il n'en hérite que d'une seule copie, eh bien, non seulement il ne tombe pas malade, mais en prime, il devient naturellement résistant au paludisme. Le défaut devient alors un bouclier. Pour le cerveau humain, le mécanisme est identique. Prenez cet ami ou ce collègue hyper observateur, celui qui va vous pondre des idées de génie à partir de rien. Ce gars-là a un cerveau qui capte absolument tout. Sauf que ce même cerveau, si vous le mettez dans un bar bondé, il va saturer. Il aura un mal fou à supporter le vacarme ambiant. Tout ça parce qu'il absorbe juste trop d'informations d'un coup, au point de finir par faire une vraie crise d'anxiété. D'ailleurs, c'est exactement ce que disait Schopenhauer au 19e siècle. Pour le philosophe, l'intolérance au bruit était la marque absolue des très grands intellectuels. Parce qu'un cerveau hyper créatif a besoin de calme pour ne pas exploser en plein vol. Et c'est ça qu'il faut retenir. Une sensibilité esthétique hyper poussée, une fulgurance créative qui change l'histoire de la musique, ou une instabilité mentale, ce ne sont pas des boîtes séparées. Ce sont de multiples facettes d'un seul et même prisme biologique. C'est ce qu'on appelle un continuum. Mais du coup, qu'est-ce qui détermine exactement où on va tomber sur cette ligne ? Pourquoi notre collègue fait des crises d'anxiété pendant que sa sœur écrit des romans brillants ? Pourquoi il y en a certains qui finissent carrément hospitalisés en pleine crise de phase maniaque ? Alors il y a plusieurs éléments de réponse. Le premier, c'est que la bipolarité, ça suit un continuum. On peut être diagnostiqué bipolaire, certes, mais d'un point de vue génétique, ça suit un spectre. Je vais peut-être vous apprendre un truc, mais vous avez des gènes de la bipolarité. Et moi aussi d'ailleurs. On en a tous. Seulement, on n'en a pas tous au même niveau. Un trouble polygénique comme la bipolarité suit une distribution normale. Et les personnes qui sont dans des cas graves ont généralement des scores polygéniques beaucoup plus élevés. Et ça, c'est la même chose pour la créativité finalement. En étudiant les jumeaux monozygotes, on a démontré une concordance entre 70 et 80% autour du trouble bipolaire, contre seulement 10 à 20% pour les jumeaux dizygotes. Pour rappel, les jumeaux monozygotes partagent 100% de leurs gènes, les jumeaux dizygotes seulement 50%. Donc ce différentiel énorme s'explique par la génétique. Et les scores polygéniques dont j'ai parlé un peu plus tôt expliquent aujourd'hui une part conséquente de la variance, qui monte jusqu'à 30% dans des études récentes. Bon, tout n'est pas déterminé, en fait la génétique pose le seuil de vulnérabilité, et l'environnement, avec les traumas par exemple, ainsi que l'épigénétique, module cette trajectoire. Mais pour mieux expliquer comment l'environnement peut faire tomber quelqu'un de la bipolarité créative à l'autodestruction, il faut revenir sur Kanye West. Pour lui, c'est comme si la génétique lui avait filé à la naissance un moteur de Formule 1 hyper puissant. Mais l'épigénétique et l'environnement, c'est l'état de la route sur laquelle il doit rouler. Et forcément, un moteur de F1 ultra sensible a beaucoup plus de chances d'exploser en plein vol. Contrairement à un moteur de berline, il est profondément instable par nature. C'est lui qui le rend capable du plus grand génie artistique, mais c'est aussi lui le responsable des boosts qu'il a pu produire après 2018. Et c'est également ce moteur qui est responsable de son instabilité comportementale extrême, qui sont traduits notamment par des prises de position politiques assez douteuses. Parce qu'au-delà de la musique ou de simples polémiques, ce dérèglement le pousse à adopter des comportements qui finissent par être totalement déconnectés de la réalité, et pire encore, de ses propres intérêts. Dans son cas, il n'y a plus aucun filtre rationnel pour le freiner, ce qui l'amène à prendre des décisions qui vont activement à l'encontre de sa carrière et de son bien-être. Le pire, c'est que c'est comme s'il s'auto-sabotait sans même pouvoir s'en rendre compte. Et Kanye, c'est l'incarnation absolue de cette alternance. D'un côté, on a une discographie incroyable qui a complètement redéfini les standards de l'industrie musicale. Et de l'autre, on assiste presque en direct à ces épisodes publics d'instabilité comportementale extrêmement sévères.
Pour comprendre pourquoi c'est si dur à gérer pour l'artiste, je vais m'intéresser à un concept philosophique qui s'appelle l'ontologie augustinienne. Et c'est plus simple que ça en a l'air. En règle générale, on perçoit toujours une maladie comme un déficit. Si vous êtes malade, vous perdez de la santé, vous perdez de l'énergie, et souvent vous vous mettez à regretter la période où vous étiez en bonne santé. Mais la bipolarité, particulièrement dans ces phases ascendantes d'hypomanie ou de manie, ne se présente pas du tout comme un déficit pour le patient. Au contraire, c'est ressenti comme un ajout phénoménal. Pour eux, c'est un surplus d'être. Ils sont un peu dans leur mode Super Saiyan. L'artiste a littéralement l'impression de recevoir un super pouvoir. Ses sens sont hyper aiguisés, il ne ressent plus aucune fatigue et il est porté par une confiance en lui absolument inébranlable. Dans sa tête, ce n'est pas du tout vécu comme une maladie. C'est vécu comme un carburant. C'est un plus et pas un moins. C'est limite si inconsciemment, il préfère les périodes où il est malade aux périodes où il ne l'est pas. Mais c'est là que le piège se referme sur lui. À force de carburer à cette énergie surhumaine, le créateur finit par confondre ce soi maniaque, totalement gonflé à bloc, avec sa véritable identité. Vu de l'extérieur, on se dit que la solution est super simple. On donne des inhibiteurs de dopamine au patient, on stabilise son humeur avec du lithium et le tour est joué. En gros, on coupe le moteur fusée hyper dangereux pour ne garder que le talent pur. Et comme ça, tout le monde est content. Sauf que dans la vraie vie, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. La réalité nous met face à un dilemme éthique et médical complètement tragique. C'est la résistance au traitement. Et ça, c'est exactement le cas pour Kanye West. Les artistes ne veulent tout simplement pas prendre leurs médicaments. Et pour eux, c'est pas un caprice, c'est une terreur existentielle. En fait, ils ont la certitude que ces traitements chimiques vont leur faire perdre leur génie et effacer leur identité. Et ça, c'est pas du tout nouveau, ça existe depuis déjà plusieurs siècles. On peut prendre l'exemple du poète français Antonin Artaud qui a passé une grande partie de sa vie enfermé dans des asiles. Un jour, il a carrément supplié son médecin de ne pas détruire sa complexité intérieure avec des médicaments. Pour lui, le choix était vite fait. Il préférait continuer à souffrir atrocement au quotidien plutôt que de prendre le risque de devenir quelqu'un d'ordinaire et sans relief. Le résultat, c'est que c'est un secret de polichinelle dans le milieu. Énormément d'artistes contemporains sous-dosent volontairement leur traitement. Ils en prennent juste ce qu'il faut pour ne pas sombrer complètement, mais pas assez pour ne pas éteindre la machine. Les travaux de Sussman en 2007 soulignent que les artistes rapportent souvent une sensation de perte de relief émotionnel sous traitement. Ils décrivent une diminution de l'accès aux images mentales complexes ou une perte de l'urgence à créer. Pourtant, d'autres études comme celle de Ludwig en 92 montrent que si une légère instabilité peut aider, une dépression sévère ou une manie délirante empêche toute réalisation concrète. La plupart des artistes sont en réalité plus prolifiques lorsqu'ils sont stabilisés, même s'ils en ressentent le contraire. Face à ça, comment un médecin est censé réagir ? L'approche clinique recommandée, c'est la rééducation. Il faut déconstruire la notion même de créativité dans la tête du patient. Le but, c'est de lui faire intégrer une règle vitale. L'énergie brute, ce n'est pas l'art fini. Parce que la manie pure, c'est super trompeur. Quand un artiste est en plein pic maniaque, son cerveau lui fait croire que le moindre gribouillage sur un bout de papier relève du génie absolu. Alors que... bon, objectivement, non. Il suffit d'écouter les derniers albums de Kanye pour s'en rendre compte. Il y a quand même un énorme décalage entre ce qu'il faisait au début des années 2000 et ce qu'il a été capable de sortir depuis 2018-2019. Et ça se ressent dans l'audience et dans la critique. Et pour le cas clinique, c'est un vrai cauchemar. Parce que j'ai parlé un petit peu de l'environnement tout à l'heure, mais celui de Kanye est le pire qu'il soit dans sa situation. Comment voulez-vous rééduquer un milliardaire capricieux ? Surtout que l'argent et la maladie sont souvent liés à un autre problème qui est l'entourage. Il y a toujours des personnes malveillantes autour de lui qui profitent de cette faiblesse et de ce chaos ambiant pour servir leurs propres intérêts. Et c'est difficile pour un médecin de recadrer un patient quand ses proches lui répètent qu'il est intouchable. En novembre 2022, Kanye a publié des captures d'écran de SMS que Harley Pasternak lui aurait envoyées. Harley, c'est son ancien entraîneur et ce qu'on appelle un handler. Dans ses messages, Pasternak menaçait de le faire hospitaliser à nouveau s'il ne cessait pas ses propos polémiques. Il lui aurait dit « Je vais te faire interner à nouveau et tu retourneras au pays des zombies pour toujours. Tes facultés intellectuelles seront altérées. » Et pour Kanye et ses soutiens, c'est la preuve que son entourage utilisait la médication chimique non pas pour le soigner, mais pour le neutraliser et le contrôler. La réalité qu'il faut faire accepter à l'artiste, c'est que le génie a besoin de cette fameuse étincelle dopaminergique, mais qu'une carrière durable et structurée exige un cortex préfrontal qui fonctionne normalement. Tout l'enjeu du médecin, c'est de réussir à rassurer le créateur. Il faut lui prouver que la stabilisation ne va pas tuer son talent, mais qu'elle va au contraire lui offrir un cadre.
Un cadre qui est indispensable pour éviter que toute cette énergie créative ne finisse simplement par s'évaporer dans le vide. Au final, il faut bien réaliser une chose, une créativité exceptionnelle, ce n'est pas un cadeau gratuit. C'est l'adaptation évolutive parfaite d'un système qui est par essence extrêmement fragile. C'est le prix à payer pour l'innovation cognitive. Soyons honnêtes, le reste de la société tire un bénéfice immense de cette poignée d'individus capables de voir des ponts conceptuels qui sont totalement invisibles pour le reste de la masse. La maladie mentale, ce n'est pas forcément un simple bug du système qu'il faudrait à tout prix éradiquer. C'est parfois le résultat d'un système cérébral qui va trop vite, qui est trop performant, mais qui surtout est beaucoup trop sensible.